Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée sur le jardinage ou les jardins allemands versus les jardinages français. Et je souhaite la bienvenue parmi nous à Hans Herth, ancien président de notre fédération, qui va nous parler de ce sujet vraiment bien coloré et qui va nous montrer quelques perspectives en ce moment dans ces périodes un peu difficiles. À toi, Hans. Un grand Merci, merci d'être parmi nous. merci, bonsoir à tous. Alors, comme le nom ne l'indique pas, je suis, enfin, comme l'on indique, je suis allemand, mais comme il ne l'indique pas, je suis parfaitement francophone puisque je suis venu en France à l'âge de 10 ans et je suis donc de double culture en quelque sorte. Alors, ça, quand on est de double culture, ça conduit forcément à n'en avoir plus aucune vraiment à soi. On en a deux, on relativise tout et c'est ce qui m'appelle poussé à faire des études de sociologie que j'ai utilisées de manière pratique en exerçant le métier de consultant pendant l'essentiel de ma vie professionnelle après avoir été chercheur à l'école pratique de hautes études. Voilà, ça c'est pour me présenter vaguement. Pour les Français qui ont du problème avec l'allemand, je fais ma plaisanterie habituelle. Hans c'est Jean, Hertz c'est Berger, appelez-moi Jean Berger, c'est plus simple. Voilà. Euh, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Pardon, non, on va faire un petit détour, juste pour dire que le rôle de ces conférences, dont le cycle a été créé maintenant il y a plus de 6 ans, c'est surtout de faire en sorte que nous, au-delà de l'amitié qui nous lie, nous ayons aussi une compréhension mutuelle, que nous sachions exactement ce qui nous unit, mais aussi ce qui nous sépare, que nous sachions éviter les malentendus. Et puis, peut-être encore une chose sur le sujet. En 2014, l'attaché culturel de l'ambassade et moi-même avons dîné ensemble et on avait convenu qu'il fallait trouver de nouveaux thèmes pour le franco-allemand. Et il avait proposé le jardinage, car c'était un passionné de jardin. Et donc cette conférence, elle a été bâtie à partir donc de cette idée de faire du jardinage un des thèmes possibles des rencontres ou des activités communes entre associations franco-allemandes. Bon, ça n'a pas beaucoup marché, mais bon, au moins il y a la conférence. Voilà. Alors, on va traiter en deux parties le sujet, ce qui, d'un côté, ce qui nous relie ensemble notre culture commune. Et notre culture commune, bien sûr, c'est le christianisme d'abord. Hein. Et on traitera dans une seconde partie ce qui nous différencie ou par quel élément du jardinage nous sommes différents les uns des autres. Notre culture commune, on va la traiter en trois sous-parties. On va d'abord parler de notre culture religieuse commune et du jardin, puis de l'évolution de ces jardins qui étaient l'image du monde parfait vers les jardins des princes, ceux qui ont en quelque sorte justifié comme un langage de leur pouvoir. Et puis nous passerons aussi ensuite aux jardins qui ont été des expressions de la contestation du pouvoir pour enfin partir dans des considérations sociologiques sur nos différences. Alors, notre la première partie, c'est l'ordre des dieux, l'ordre de Dieu, notre culture commune chrétienne qui veut s'exprimer dans les jardins. Les jardins, en quelque sorte, sont comme une image parfaite de l'ordre du monde, et c'est ce qu'on va voir en en premier point avec Charlemagne. Vous savez que Charlemagne, notre empereur commun, il a communiqué aussi avec les jardins. Il a commis un livre fondateur de nos jardins du Moyen-Âge, qui est un livre, je dirais, d'organisation du jardin et qui a été un livre sacré des jardiniers jusqu'à la Renaissance. Ce livre s'appelait Capitulare de Villes vel Curtis Imperii. Voilà un extrait. Et ce livre, c'est l'ensemble de ses ordres et recommandations à l'intention des gouvernants des domaines royaux. C'est un guide
du comment et quoi produire dans les jardins royaux, avec une liste d'une centaine de plantes, arbres, arbustes ou simples herbes, car Charlemagne voulait réformer entièrement l'agriculture et l'administration de ces domaines, et c'était le reflet d'une volonté centralisatrice, et même, je dirais, le reflet de sa volonté d'apparaître comme un nouveau Constantin, un nouveau unificateur de l'Europe, et il était la tête pensante d'un empire reconstitué, et il s'occupait donc, comme toute tête pensante, de tout, donc aussi le jardin. Et dans ce livre, il décrit minutieusement 1000 choses et activités autres que le jardin, mais une grosse partie est consacrée au jardin. Il décrit aussi des métiers, des tissus, la chasse, la boucherie, la médecine, la botanique, l'agriculture, l'alimentation, l'autorité dévolue à la reine, l'enseignement et la création d'écoles, etc., etc. C'est un livre complet, une sorte d'encyclopédie complète, mais dans laquelle les jardins jouent un rôle assez important. Ça a été tout le Moyen-Âge durant la Bible du jardinage. Et c'était le prototype du jardin, ce qu'on appelle le jardin des moines, dans lequel il y a en fait 3 sous-jardins différents, l'herbularius ou jardin des simples. C'est en général et à la fois un jardin de plantes médicinales, aromatiques et condimentaires. Et puis l'hortus ou potager, littéralement l'enclos, c'est le sens du terme hortus. Et puis un troisième jardin, le viridarium ou verger, ou vergier, comme on disait en vieux français, planté de vignes, de charmilles, de buis et d'arbres fruitiers. Ce dernier évoluera par la suite en jardin d'agrément aristocratique. Le seul exemplaire de ce livre qui existe encore est conservé à la bibliothèque de Wolfenbüttel, donc si vous passez là-bas, allez le lire. De ce jardin idéal décrit dans ce livre, défini par le futur empereur, parce que le livre est sorti avant qu'il soit couronné, il existe encore 3 exemplaires de jardin. L'un est à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, le deuxième est à Sainte-Gall en Suisse, et le troisième est non pas une conservation, mais une reconstitution à Mel. Autre livre fondamental, celui de Hildegard von Bingen, donc 11e, 12e siècle. Enfin, elle est née à la fin du XIe et elle vit surtout au XIIe siècle. C'est une des grandes figures du Moyen-Âge, peu connue en France. C'est une abbesse et c'est une femme d'influence. Elle a prêché, elle était écoutée de Barbrousse, elle a écrit et composé, elle a été une grande musicienne, elle a été une grande théologienne. C'est un esprit universel. Elle correspondait avec Bernard de Clairvaux et elle est représentative de ce qu'on appelle la mystique allemande du Moyen-Âge. Alors, c'est aussi une scientifique, car elle a également commis un livre, Liber Subtilitatum Diversarum Naturarum Creaturarum, donc c'est également un livre encyclopédique, mais qui, le titre le dit, s'occupe exclusivement de tous les savoirs académiques autour de la botanique et des êtres vivants, qui sont pour partie des savoirs hérités des Grecs, mais qu'elle a voulu mélanger avec les savoirs populaires hérités de l'Antiquité continentale, donc de l'Europe centrale. Ce livre, il est toujours lu et relu et réédité et réédité. Vous avez là quelques exemplaires récents de son livre. Et je dirais que toute bonne jardinière allemande ou jardinier allemand devrait devrait l'avoir ou là dans sa bibliothèque. Donc, ça reste un hit de librairie. Alors, ce jardin du Moyen-Âge, dans le cloître, il est central. C'est le Hortus Medicus, l'Herbularius, un des 3 jardins. Et il est au centre des monastères. Donc, c'est vraiment cette partie du jardin qui est centrale. C'est le jardin des moines, au sens où les moines étaient les pharmaciens. Dans ce jardin sont préservés les savoirs antiques sur le pouvoir des plantes, sachant que par ailleurs, l'autre jardin, le jardin du maraîchage, qui était à l'extérieur, a fait des monastères au Moyen-Âge les grands maraîchers. C'est eux qui nourrissaient les concentrations humaines. C'était une de leurs vocations. Donc, à la fois des pharmaciens avec leurs jardins et des maraîchers avec leurs énormes jardins de légumes et de fruits. Alors, voilà un herbularius qui est reconstitué au château de Caen. On appelait ça aussi le jardin des simples.
Un autre qui a été reconstitué au Kreuzgarten de Blaubeuren. Blaubeuren est une magnifique église baroque, mais avec des structures gothiques plus anciennes de Bavière. Hein. Il faut absolument aller voir ce chef-d'œuvre. Et là, c'est un jardin avec des plates-bandes surélevées. Le jardin profane du Moyen-Âge, donc celui des princes, celui des aristocrates fortunés qui avaient un château et un jardin, c'était la partie qu'on appelait tout à l'heure le verger d'agrément, qui n'était pas forcément un verger productif. Ce lieu dans les châteaux était un lieu social. C'était un lieu de repos et de loisirs, mais aussi un lieu de rencontre. C'était une sorte de paradis sur terre, un espace enclos, voire emmuré, arboré de fruitiers sur gazon, et on ne voyait pas grand-chose de l'extérieur. C'était un lieu paradisiaque avec un puits, des bancs, des fleurs, parfois des gazons sur des plates-bandes surélevées. C'était un jardin de repos et en même temps aussi de contemplation. C'était au fond l'antithèse du labeur agricole des serfs et c'est aussi bien sûr un lieu de rencontre amoureuse. L'herbarium, quant à lui, s'était transformé dans les jardins aristocratiques en collection de plantes. On appelait ça le Hortus Conclusus, une sorte de jardin secret où n'allait que le propriétaire. Le jardin profane du Moyen-Âge, ce jardin avec tous ces différents aspects, sera appelé le jardin des cinq sens, fortement influencé par la suite, à partir du XIIIe, XIVe, par les Arabes. C'est un jardin des lilies. Il est donc, comme je disais tout à l'heure, bien invisible, protégé de l'extérieur. Et en allemand, il porte un nom, c'est le Lustgarten. Donc, c'est toute l'ambiguïté de ce jardin de rencontres sociales, de repos, de contemplation, mais aussi de rencontres amoureuses. Au fond, on passe du jardin production agraire de Charlemagne à un jardin qui est un lieu de reproduction démographique, pour pousser un peu la comparaison. Ce jardin idéal, il est décrit dans un roman de Guillaume de Loris, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Le Roman de la Rose. C'est l'histoire d'un homme et son aimé. Il tente de pénétrer dans un jardin clôturé, et ce jardin clôturé symbolise la belle. Il faut savoir que la rose, pendant tout le Moyen-Âge, était le symbole du sexe féminin. Donc, c'est le roman du vagin, au fond. Ce texte sera complété plus tard par Jean de Meun. Il est repris un siècle plus tard par Guillaume de Machaut, qui écrit le fameux livre dit du Vergier. Et avec ça se clôt la première partie, donc ce jardin qui était le jardin expression du pouvoir divin, qui était le rappel de l'ordre du monde. Et on va passer avec l'arrivée de la Renaissance à un autre type de jardin, un jardin qui est totalement ouvert, qui est la fin de ce jardin secret et enfermé. C'est un jardin qui va se faire perspective, parce qu'avec la Renaissance arrive la centralité de l'homme, et ce n'est plus Dieu qui commande, mais c'est l'homme qui représente Dieu sur terre qui commande, et les murs vont tomber, le Hortus va devenir un espace ouvert avec des perspectives, des points de fuite. Le jardin ne sera plus l'image du paradis, il devient au contraire spectaculaire, il devient le jardin de son propriétaire. Il a des grands espaces et en général, il est constitué d'une espèce de gradation d'espace depuis les étendues vierges, dites le bosco, c'est le terme italien, en allemand le busch, jusqu'aux parterres les plus cultivés, les plus savamment cultivés, au pied de la maison. Ce jardin va représenter une progression de la nature sauvage de l'homme vers l'homme civilisé et son art architectural, et en même temps va être la progression du propriétaire depuis son enfance jusqu'à sa vie d'adulte, jusqu'au moment où il a réussi, qu'il a une belle maison. On va passer donc optiquement de la nature qui est la source primitive des richesses à une nature de plus en plus soumise au pouvoir humain, à un travail source de richesse. Et c'est là où ce jardin devient l'affirmation non plus du pouvoir de Dieu, mais l'affirmation du pouvoir de ceux qui le possèdent, l'affirmation du pouvoir politique des princes. D'où un jardin avec une nature transformée, une nature presque artificielle, et si possible, la plus étonnante possible.
ce jardin devient une sorte de discours philosophique de leur propriétaire. Il faut dire qu'entre-temps, on a redécouvert, bien sûr, les jardins antiques. Les jardins antiques étaient des espaces décorés et décoratifs qui prolongeaient l'espace bâti. Il y a beaucoup de références dans ce jardin au passé familial, bien sûr, mais il y a aussi dans ce jardin des statuaires qui rappellent une forme de culte des ancêtres culturels des sociétés antiques. Alors là aussi, il y a un livre fondateur de cette évolution. Ça s'appelle Le songe de Polyphile, de Francesco Colonna. Polyphile est celui qui rêve de celle qu'il aime. On retrouve le même thème que dans le roman du Verger, le dit du Verger. Polyphile rêve donc de celle qu'il aime, l'indifférente Polia. Et c'est la description de son amour à la quête de Polia à travers un parcours initiatique jusqu'à l'île de Cythère. Et ce parcours est un paysage. Et ce paysage va inspirer des créations de paysages dans les jardins de la Renaissance. Et dans ce paysage, il y a une succession de rencontres qui sont les étapes de son initiation et de son rapprochement de la belle. Donc ce jardin, contrairement au jardin carolingien du Moyen-Âge, n'est plus un jardin, lieu de savoir encyclopédique, mais c'est un lieu où le prince va étaler son ego. Ce récit va donc inspirer le jardin italien, un lieu un peu baroque, un espace onirique où le prince étale sa culture humaniste, avec des références à la mythologie antique. Il veut être il veut que son jardin soit le miroir de son âme, et au fond, il affiche sa philosophie. C'est un lieu de révélation dans lequel on suit le parcours de son propriétaire. Ces révélations sont la succession de perspectives optiques. Le jardin raconte d'où on vient, vers où on va. Et au fond, ce jardin qui se fait perspective du passé vers le futur, il assoit l'idée du pouvoir du prince de voir loin, de voir l'avenir. Il sait d'où il vient, il sait donc où il va. On dit qu'il a de la perspective, donc il voit loin. C'est la justification de son pouvoir, de la raison pour laquelle il règne, parce qu'il voit l'avenir. Il a une légitimité du pouvoir politique qui est là, illustrée par le jardin qu'il a devant sa demeure, sa résidence politique. Alors, pour ce type de jardin, on n'a plus besoin de moines ni de savoir encyclopédique. On a besoin de véritables concepteurs, des architectes. Ce sont les architectes qui vont s'emparer du jardin et ils vont créer des maquettes du futur jardin qu'ils soumettront aux princes qui les feront aménager. Ici, par exemple, une belle maquette de la Villa Pratolino, et on voit combien le jardinier est devenu un architecte, et on voit aussi que l'architecte est devenu une sorte de jardinier. Les deux professions ont l'air de se mélanger. Le paysage de ce jardin, c'est le dessin d'une perspective, la perspective de son propriétaire. Ici, un autre exemple de maquette, ce sont des œuvres d'art, hein, le Palais Pitti. Et cette conception du jardin de la Renaissance, qui commence bien sûr en Italie, va passer les frontières et va surtout arriver en France. Et en passant en France, eh bien, on va rentrer à la mesure de la richesse des princes français, des grands-ducs et des grands personnages de la monarchie française. On va passer une forme de démesure. On sort du côté un peu intimiste du jardin princier italien à des jardins qui étalent le pouvoir des princes, étale sa puissance, et ici on peut contempler Vaux-le-Vicomte qui est un des premiers grands jardins à la française qui s'écarte du jardin à l'italienne traditionnelle. Vaux-le-Vicomte a été aménagé par André Le Nôtre. C'est le château de Nicolas Fouquet. Il invitera le roi qui verra cette splendeur. Versailles n'est pas encore construit, et ce que Louis XIV fera, c'est d'enfermer Nicolas Fouquet, parce que ça l'agace de le voir étaler ainsi sa puissance et sa richesse, ce qui n'est en fait ce qui est strictement réservé au roi. La spécificité du jardin à la française, c'est la sophistication des décors au sol. On le voit ici avec ces dessins de buis. Et ils rendent visible quelque chose de différent de ce que rend visible le jardin italien. Il rend visible que le prince commande non seulement bien sûr aux hommes, mais aussi à la nature. Il soumet totalement la nature, ça devient totalement artificiel, et cette nature est l'œuvre de l'homme. Il la modèle comme il l'entend.
Alors, Versailles est le champion toute catégorie de perspective de décor au sol. On a un bel exemple ici. Hein. C'est aussi un lieu de fête, exactement comme l'étaient les jardins de la Renaissance, mais ce qui se passe dans le parc de Versailles et au-delà de toute mesure, ça va aussi dans la démesure, le parc de Versailles sera longtemps un véritable lieu de débauche, surtout la nuit. Donc beaucoup d'extravagances amoureuses et sexuelles à laquelle, je crois que c'est Madame Le Maintenon, essaiera de mettre le holà. Alors voilà encore un exemple de ces décors au sol de Versailles, hein, spécificité des jardins à la française. Et ce type de jardin va être imité dans l'ensemble de l'Europe, partout. Vous avez ici le jardin devant le château de Schönbrunn à Vienne. Vous avez, c'est une tradition qui va se continuer dans le XVIIIe siècle, ici Karlsruhe, date du XVIIIe siècle. Alors vous voyez que c'est quand même moins énorme que Versailles, mais c'est vraiment l'inspiration de Versailles. Et puis, ça va finir en Prusse par inspirer même le Frédéric II, qui, on le sait, préféré par les Français que l'allemand. Ici, dans le jardin de Potsdam, de sa petite résidence, le jardin, par ce marché, est construit en étages, en étages successifs. Alors, ce qui est propre encore des jardins français, c'est des jeux d'eau et des grandes surfaces d'eau. C'est fini les petits jeux d'eau amusants et surprenants du jardin à l'italienne. Ici, le roi tout-puissant il se montre en maître de la nature et des éléments. Il peut dépasser les lois naturelles. Il fait jaillir l'eau vers le ciel, alors que normalement, l'eau tombe du ciel. Il peut même avoir une mer. Hein, vous voyez au fond le grand bassin de Versailles. Et il était destiné à accueillir des grands spectacles, des spectacles de bataille navale, avec des jeux qui ont étonné les foules ébahies. Et bien sûr, toujours le jet d'eau pour montrer que le roi fait monter l'eau au ciel et qu'il ne se contente pas de l'eau qui tombe du ciel. Alors bien sûr, ce genre de jardin avait besoin de maîtres jardiniers. Hein. On passe de l'architecte décorateur jardinier vers un spécialiste du jardin, vers un métier propre de jardinier seulement, et qui sont l'équivalent des architectes et qui vont devenir des fondateurs de dynasties importantes. Vous avez ici 3 grands jardiniers français, hein, Jacques Boisseau, Claude Mollet et André Lenôtre, parmi plein d'autres. Ce sont des maîtres, des corps de spécialistes. Ils forment un corps de spécialistes. Ils forment aussi donc des dynasties. Jacques Boisseau de la Baraudière était intendant des jardins d'Henri IV, puis de la reine Marie de Médicis, puis du roi Louis XIII. Claude Ier Mollet ou Claude Mollet l'Ancien et Jean Lenôtre et son fils André Lenôtre ont tous été donc des jardiniers de la cour de France. Le fils André Lenôtre était appelé par Louis XIV le bonhomme Lenôtre, parce que quand Louis XIV se promenait dans les jardins et que André Lenôtre s'y trouvait, la bonhomie de ce jardinier avait fasciné et séduit Louis XIV, donc il appelait le bonhomme Lenôtre. Et donc, il a joui très longtemps des bonnes grâces d'un roi passionné de jardin. Avec le XVIIIe siècle arrive une nouveauté, c'est que le jardinier n'est plus seulement un simple jardinier, mais devient un scientifique. Pourquoi? Parce que progressivement, avec l'arrivée des colonies, on va s'intéresser des plantes venues d'ailleurs. Il faut des spécialistes pour acclimater des plantes en Europe. Donc, les grands jardiniers vont passer je dirais, de leur qualité décorative et para-architecturale à des qualités de scientifiques connaisseurs des plantes. Vous avez ici à nouveau 3 grands jardiniers du XVIIIe siècle qui ont été des scientifiques. Vous avez à gauche Charles-François de Cisternet du Fay. C'est un chimiste. Il est nommé par Louis XV, premier intendant du Jardin du Roi, et c'est lui qui est en fait le créateur, le véritable créateur du Jardin des plantes. Il a fait des recherches sur la botanique. Il va hélas, mourir brutalement au milieu de ses recherches. Et Louis XV va devoir choisir entre 2 très grands scientifiques, Henri-Louis Duhamel de Monceau ou bien, pardon, entre Henri-Louis Duhamel du Monceau ou bien Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon de Montbard.
Il va choisir Buffon parce que Buffon a quelques avantages en plus du fait que c'est un grand scientifique. Il est bien sûr naturaliste, mathématicien, il est biologiste, il est cosmologiste et il est philosophe, écrivain, et qui plus est, il est franc-maçon. Donc, il réunit en lui une multiplicité de savoirs. Il est représentatif de ce siècle des Lumières. Et par-dessus le marché, il a une autre vertu, c'est que c'est également un grand industriel. En Allemagne aussi, vont apparaître avec un petit décalage dans le temps des très grands jardiniers qui sont des scientifiques. J'en ai aussi trois grands noms parmi d'autres, Franz Boas. Je n'ai pas trouvé de portrait de Franz Boas. Friedrich Weyer et Peter Joseph Lenne, qui lui est à cheval sur le 18e, 19e, puisqu'il naît au 18e, mais il achèvera sa carrière dans la seconde moitié du 19e. Franz Boas est Hofgärtner impérial à Vienne. Il est collectionneur d'animaux et de plantes. Nous sommes à nouveau chez des scientifiques. Il organise des expéditions scientifiques sous Joseph II, donc deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il visite les Indes, les USA du Sud-Est, les futurs USA du Sud-Est, les Caraïbes, et il ira jusqu'en Afrique du Sud. De tous ses voyages, bien sûr, il rapporte des animaux et des plantes. Il est le maître de Peter Joseph Lenne à droite. Lenne, c'est un des plus grands jardiniers allemands. Il fondera une dynastie de jardiniers. Sa formation se passera en Allemagne du Sud, mais également à Paris et à Vienne. Il deviendra en 1816 jardinier du château de Potsdam et il a conçu à lui seul plus de 50 grands jardins, dont le Tiergarten, le fameux Tiergarten de Berlin, et le zoo de Berlin. Il reste dans la tradition des grandes perspectives, mais il va relier dans ces perspectives des successions de paysages différents. Un autre élève de Boas, Maximilien Friedrich Weyer, il a créé près de 100 jardins et parcs, dont celui très célèbre de Düsseldorf. C'est lui, en réalité, le père de la culture des parcs et jardins allemands du 19e siècle. C'est lui qui a introduit définitivement le parc à l'anglaise dans la conception des jardins allemands. Avec le parc à l'anglaise arrive l'idée d'une image d'une nature idéale. Mais avant de parler de cette rupture que représente le jardin à l'anglaise, on va faire un petit détour par les grandes jardineries, ou ce qu'on appelle en Allemagne des Baumschulen allemandes, dont la tradition remonte à Christoph Späth, qui est d'abord un maraîcher, mais qui va commencer à créer de la production d'arbres, et qui sera suivi d'une kyrielle de Späth, et qui vont développer une Baumschule, une jardinerie extrêmement importante, qui sont au fond à la source de toute une industrie germanique de la pépinière. Et la pépinière Späth va commencer à exporter dès 1856 dans le monde entier des arbres qui ont été plantés chez eux. Aujourd'hui en Allemagne, il y a près de 3000 grandes pépinières de taille mondiale qui inondent le monde avec leurs arbres. C'est une spécificité allemande peu connue. L'Allemagne est le leader mondial de la production d'arbres pour les plantations de jardins. Actuellement, quand vous voyez un nouvel arbre planté dans une ville française, vous pouvez être sûr à 90% qu'il vient d'Allemagne. La devise de ces grands pépiniéristes qui ont conquis le marché mondial, c'est Grün ist das Leben, verte est la vie. C'est une devise qui rappelle peut-être un peu celle des écologistes. Ces pépiniéristes sont des fournisseurs indispensables, bien sûr, à la révolution des jardins du XVIIIe siècle, et qui a lieu d'abord en Angleterre, et plus généralement, qui va s'étendre dans tout le nord de l'Europe, qui va bien sûr aussi passer en France, mais de manière plus minoritaire ou plus mélangée avec les conceptions traditionnelles. Très représentatif de ces créateurs de grands jardins paysagers, c'est Hermann Fürst Pückler-Muskau, qui a développé en Allemagne les premiers grands jardins à l'anglaise. On l'a surnommé le prince des jardins. Il est un écrivain, c'est un très grand voyageur. On le nomme aussi en allemand der Landschaftskünstler, l'artiste des jardins, l'artiste des paysages. Et il est surtout connu par ses fameuses Blickachsen, les axes de vue, de regard dans le paysage. Et il fera école jusqu'aux États-Unis. Alors, son parc le plus connu, son œuvre principale,
c'est le parc paysager de Muskau et Branitz, qui est actuellement sur la frontière germano-polonaise, qui autrefois était bien sûr en Prusse, mais maintenant la frontière passe au milieu du jardin, et il y a une convention entre la Pologne et l'Allemagne pour sauvegarder et développer, enfin maintenir la qualité de ce jardin. Alors, ce jardin, précisément, est un exemple de la problématique des arbres dans ces jardins paysagers, dans ces paysages à l'anglaise. C'est l'exemple d'une première mondiale. Moscou fait venir jusque dans les pays baltes des arbres qui sont déjà matures. C'est-à-dire, il ne plante pas des petits arbres qu'il verra ou ne verra pas grandir, mais il a à cœur de planter des arbres relativement développés de manière à pouvoir avoir immédiatement le résultat de sa conception. Ça lui a bien sûr coûté une fortune parce que pour faire venir un arbre des pays baltes ou de la Pologne, de la Prusse orientale, il faut un chariot dans lequel il y a la terre-mère de l'arbre et l'arbre dedans. Donc un chariot, un arbre par chariot, vous imaginez le nombre de chariots qu'il a fait venir avec la terre-mère qu'il a fait venir sur des distances allant de 1000 à 1500 km. Autre première de ce jardin, c'est le premier jardin conçu pour être libre d'accès pour tous les publics. Donc une forme de démocratisation du jardin qui est exemplaire. Alors ce parc à l'anglaise du XVIIIe siècle, c'est une énorme rupture dans notre culture du jardin parce que le jardin perspective donc devient un jardin paysage et on pourrait penser que on abandonne le traditionnel jardin du prince qui est le symbole de son pouvoir. En fait, on va partir de l'ordre du pouvoir divin à l'ordre que j'appellerais des demi-dieux, car ces jardins vont être un outil d'affirmation, non pas d'un pouvoir, mais d'un contre-pouvoir ou d'un retour au pouvoir. Alors, il faut comprendre cette évolution par le fait que le jardin à l'anglaise naît au milieu du XVIIIe siècle anglais, donc après que la Révolution, ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution, soit passée en Angleterre. Les Anglais ont coupé la tête de leur roi 100 ans avant les Français. En France, en général, on l'ignore ou on veut l'ignorer. Après, ils ont eu leur Robespierre à eux, qui était Cromwell, qui est une dictature religieuse. Et de cet épisode malheureux naît une restauration, une nouvelle monarchie. Mais cette nouvelle monarchie anglaise, pour la conforter, on ne va pas reprendre quelqu'un qui soit anglais de l'aristocratie anglaise, on va faire venir une dynastie étrangère, une dynastie allemande, les Hanovre. Les Hanovre qui viennent originellement du sud de l'Allemagne, mais qui ont eu dans leur escarcelle qui ont reçu par l'empereur ces terres du Hanovre, et c'est le prince qui va venir sur le trône d'Angleterre s'appelle Georges Ier, et il va installer un nouveau rapport au pouvoir. Il va susciter une certaine diminution du pouvoir du roi, d'autant plus qu'il est étranger, il faut quand même pas trop qu'il exagère, hein, et il va faire monter en puissance le cabinet, donc un gouvernement. Et par ce marché, Georges Ier a raison de se méfier des Tories, de l'aristocratie anglaise, qui admet mal, au fond, l'arrivée de cette dynastie extérieure. Et donc, il va favoriser ce qu'on appelle les Whigs, d'origine, je dirais, d'extraction plus modeste. Whigs veut dire meneur de bétail. C'est un terme péjoratif de cette nouvelle force politique qui va régner sur le Parlement. Et cette majorité des Whigs au Parlement va durer près de 50 ans, ce qui va fortement fâcher les Tories, dont les plus grandes figures vont tourner le dos à Londres et à la cour. Ils vont se réfugier en quelque sorte sur le domaine, fâchés qu'ils sont avec la vie politique. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que cette nouvelle monarchie où c'est un cabinet qui règne et non plus le roi, c'est une monarchie qui les prive aussi de leur pouvoir et qui les prive du respect de la Grande Charte du Moyen-Âge. La Grande Charte, c'était l'équivalence entre les grands-ducs et le roi. Les grands-ducs parlaient à hauteur d'yeux avec le roi. Avec cette nouvelle forme de gouvernement, ils sont comme
comme expropriés de leur pouvoir et ils ont perdu leur légitimité. Ils sont donc fâchés. Ils méprisent les jeux des courtisans. Ils se retirent sur leur terre. Ils se retirent sur leur terre natale dans leur vraie nature. Dans une nature, au fond, qui n'est pas artificielle, qui n'est pas pourrie par les magouilles de la cour. Et dans ce paysage de leur terre natale, il y aura bien sûr un château, une demeure. Et cette demeure va rappeler l'origine de leur famille et la justification de leur puissance perdue et qu'ils aimeraient bien récupérer. Ce n'est donc plus une perspective qu'il y aura autour de la maison, mais il y aura le paysage du lieu de naissance, leur Heimat en quelque sorte. La Heimat de la famille dans une Landschaft, dans un paysage de la famille. Donc, c'est l'affirmation de la nature pure de leur lignée qui est au fond symbolisée par ce jardin, une nature qui n'est pas corrompue et dans laquelle, bien sûr, on cultive les grandes vertus anglaises. On retourne aux sources en quelque sorte. Dans ces jardins paysagers autour de ces châteaux symboliques du siège familial, il y a une source en général et il y a un petit lac, il y a une île et il n'y a surtout pas des jeux d'eau somptueux comme à Versailles. Et ces résidences vont exprimer quelque chose qui est l'ordre de la revendication des origines, de la légitimation de leur pouvoir de l'époque de la Grande Charte, à savoir des résidences, un style architectural néo-gothique. Vous avez ici le bel exemple de Strawberry Hill, près de Londres. C'est le début du néo-gothique qui évoque le temps de la Grande Charte. Et dans ce jardin, il y aura aussi des temples et des ruines antiques, parce que les Tories vont revendiquer par rapport aux Whigs qu'ils considèrent comme des Saxons, ils vont revendiquer leurs origines celto-romaines plus antiques, et donc il y aura des souvenirs de l'époque latine, des Romains en quelque sorte contre les Saxons. Fait partie de l'évolution des jardins et de la modernité anglaise, ce personnage, puisque nous sommes au début de l'industrialisation. L'industrialisation commence en Angleterre au milieu du XVIIIe siècle, et ils vont se créer des grandes fortunes. Et voilà ce personnage, Henry Rowe, c'est un roturier. C'est un grand banquier, il a un pouvoir financier énorme, il est en quelque sorte le modèle de la modernité pour toute l'Europe, la modernité de cette bourgeoisie financière qui est indépendante de toute racine aristocratique. C'est aussi le début de ce qu'on appelle le libéralisme, et donc le début de la multiplication de contre-pouvoirs de toutes sortes, dont le pouvoir du sang, qui est soumis au pouvoir de l'argent, ou qui va être concurrencé par le pouvoir de l'argent. Deux pouvoirs qui se confrontent, et Henry Rowe est certainement un des grands symboles du pouvoir de l'argent. Ce grand banquier qui symbolise cette modernité va acheter en 1717 les terres de la famille Staunton. Lui aussi, il est du côté de la nature en quelque sorte. C'est un enfant, c'est un roturier, donc c'est un enfant un peu illégitime, c'est un fils naturel de la société. Et son jardin, ça va être chez lui aussi l'antithèse de la perspective et de l'ordre. Il recherche explicitement l'impression dans sa conception du jardin qu'il va créer dans cette terre de la famille Staunton. Il va rechercher systématiquement l'impression du hasard. Et il veut déambuler sans jamais voir deux fois la même chose. Et donc, son jardin va devenir, dans cette propriété, une succession de paysages avec une absence totale de perspective. Il légitime donc de cette manière son ascension sociale par l'importance de la conception de ce jardin. Et il faut savoir que, par ailleurs, comme beaucoup de gens très riches, il est un grand amateur de peinture de paysages. Il achète beaucoup de paysages classiques français, italiens, flamands. Il est très, très admiratif de Le Lorrain, de Duguay et de Brill. Et au fond, faute de racines d'un paysage familial dont il est origine, il va chercher les paysages dans la tradition picturale. Et au fond, ce qu'il voudrait, c'est que le paysage qui va être son jardin soit un paysage pittoresque au sens de peinture. Un paysage comme une peinture. Donc, avec le jardin à l'anglaise, d'une certaine manière, le jardin devient pittoresque. Alors là, on va faire un petit
un petit aparté sur la peinture, la nature, le paysage dans la peinture. C'est très intéressant parce que quand on regarde l'évolution du paysage dans la peinture, eh bien, on a comme une anticipation de l'évolution du jardin. On va voir émerger lentement des paysages naturels au-delà des premiers paysages qui étaient plus ou moins artificiels. On va voir apparaître dans la peinture, longtemps avant l'arrivée du jardin d'Anglaise, ce qu'on pourrait appeler des portraits de paysages, et on a l'impression que la peinture a en quelque sorte préfiguré l'évolution des jardins. Alors, d'abord, vous voyez ici une peinture très connue, le Chancelier-Rollin, et c'est un magnifique tableau, mais vous voyez au fond, il y a du paysage, mais ce paysage est une annexe de la peinture du sujet principal. À gauche, dans ce paysage, c'est la nature terrestre, à droite, c'est Jérusalem céleste et sa nature autour. Et là, à partir de ces paysages qui sont annexes, va s'amorcer une évolution. Le paysage va devenir non pas l'objet principal du tableau, l'objet principal, par exemple ici dans ce Patinir, c'est début 16e, hein, c'est bien sûr Saint-Jérôme, c'est l'objet du tableau, mais il est tout petit, le Saint-Jérôme, le jardin envahit complètement le tableau, et d'une certaine manière, c'est exactement comme on a vu tout à l'heure pour les jardins. On va passer d'un jardin très aménagé, très artificiel, à une espèce d'immense paysage. On a l'impression que la peinture est en amont de l'évolution du jardin. D'annexe illustrative, donc il devient l'environnement global de la scène religieuse ou du sujet, et ça d'ailleurs a une utilité parce que ça donne d'autant plus de crédibilité à l'histoire qui est racontée. Patinir, en français, le patenier, connu pour ses bleus. De cette émancipation du paysage, du sujet, va naître un art du paysage dont le summum est probablement à la fin du XVIIe siècle avec le jardin classique qui réunit à Rome, c'est un sujet de peinture qui va réunir à Rome énormément de grands peintres, et c'est cette réunion de grands peintres qui se concurrenceront dans la peinture de paysage. Ce sera aussi un marché où vont se fournir les grands princes. Par exemple, Philippe II commande à Rome auprès de ces peintres paysagistes qu'on pourrait appeler classiques ou idéalistes. Il va commander des peintures pour couvrir les murs de l'Escurial. C'est des sortes de fenêtres dans les châteaux qui permettent de voir des paysages à l'extérieur. Ici, on a un paysage de Bril. Bril est un Flamand qui peint en même temps que Poussin ou Duguay ou des gens comme ça. Il peint à Rome, donc à côté aussi du Carache, de Le Lorrain, de Poussin. Et les Flamands vont introduire ce qu'ils ont déjà développé pendant la Renaissance. Ils vont introduire plus de réalisme, plus de naturalisme, et ce sont les premiers paysages, on voit apparaître une volonté de montrer une ambiance atmosphérique. Les premiers paysages où on peut sentir physiquement le temps qu'il fait et l'heure qu'il est. C'est en quelque sorte les ancêtres de Monet. Hein. Souvenez-vous que Monet est un énorme peintre, mais c'est aussi un merveilleux jardinier. Je vous invite à aller visiter son jardin à Giverny. C'est un chef-d'œuvre. Il a peint une grosse partie de ses tableaux dans son jardin. Encore un paysage, ça c'est le Tivoli de Gaspard Duguay. Alors Duguay est certainement le plus grand paysagiste français de la fin du XVIIe siècle, mais très peu connu du grand public. Mais vous pouvez en voir quelques chefs-d'œuvre au Louvre. Et Duguay va même donner de l'atmosphérique dramatique, puisqu'on voit ici les éléments se déchaîner. Vous avez un paysage d'orage. Chez Bril, le paysage au climat déchaîné va devenir carrément fantastique. Nous sommes au XVIIe siècle, nous sommes un siècle avant le jardin à l'anglaise. Et au fond, dans ces tableaux, toute la scénographie romantique du jardin à l'anglaise est déjà en place. L'eau, l'atmosphère, le vent, etc.
La peinture anglaise du XVIIIe siècle va parachever cette obsession du paysage et on va aussi multiplier dans ces paysages la représentation des animaux de la ferme. Avant eux, les Flamands avaient déjà beaucoup peint des vaches, mais alors là, les Anglais ne vont plus se retenir. Et avec Stourhead, le jardin donc, de Roa, la boucle est bouclée. C'est une sorte de peinture réalisée avec des prairies où on verrait volontiers des vaches. Et il est complètement en rupture avec le parc perspective du siècle précédent. Nous sommes au siècle des Lumières, nous sommes au siècle des contestations, nous sommes au siècle des contestations des absolutismes et donc aussi des grandes perspectives absolutistes. À ce titre-là, un autre jardin à l'anglaise, c'est le cas Wörlitz. Il faut absolument le visiter. Et il est intéressant parce qu'il illustre parfaitement le rôle de ces jardins qui est non plus l'affirmation d'une légitimité, mais la revendication d'une légitimité perdue. Wörlitz, c'est le jardin de Léopold III, Fürst Franz von Anhalt-Dessau. Et il va régner pendant 59 ans. Donc, il a le temps de faire un énorme jardin. Et il a une réputation d'être un caractère un peu trop libéral. Il est très ouvert, je dirais, aux idées nouvelles. En fait, il est très ouvert, comme la plupart des aristocrates encyclopédistes, philosophes du XVIIIe. Il est ouvert aux idées de liberté, mais surtout celles de leur famille et non pas celles du peuple. Mais il a aussi une revendication, hein, un peu comme Hoa, mais un peu différente. Et cette revendication, il l'exprime dans le parc de Wörlitz. Il veut être reconnu enfin pour ce qu'il pense être un grand-père, un père PAIR, hein, un grand-père du Saint-Empire, qui peut parler à pied d'égalité avec le roi d'Allemagne et empereur du Saint-Empire. Et donc, il va dans son jardin revendiquer ses racines antiques, un peu comme les aristocrates anglais. Hein. Et comme il dit que sa famille descend d'Énée, donc des Ascaniens, donc descend de Vénus, et bien dans son parc, bien sûr, il y a un temple de Vénus. Alors pourquoi il arrive à cette débauche de symbolique de la noblesse, de la grande noblesse de ses origines, c'est parce que sa famille a eu un destin un peu terni par une succession de mésalliances et son statut politique dans l'aristocratie germanique a été très dévalorisé. Donc en fait, dans son jardin, il a le temps de le faire, 59 ans de règne, il fait la pub de ses origines et donc de sa légitimité. C'est un très bel exemple de la fonction nouvelle de ces jardins à l'anglaise. Voilà. Dans ce parc de Wörlitz, par-dessus le marché, qui est immense, c'est près de Dessau. Hein, il faut y aller aussi pour voir le bâtiment du Bauhaus. Dans cette image de cet énorme jardin paysager, il y a aussi l'image d'une forme de liberté. Hein, c'est un libertarien à sa manière. Et bien sûr, du libéralisme, on peut facilement passer aux libres penseurs et aux libertins, et on peut faire un pas de plus vers la tradition du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle les folies, ces résidences secondaires dans lesquelles se déroulent les scènes que Watteau aimait beaucoup peindre. Voilà une belle folie, c'est le parc de Bagatelle dans le XVIIIe. Alors la folie, c'est pas parce qu'on y faisait des folies, on y faisait des folies, mais c'est pas pour ça que ça s'appelle la folie. Les folies, résidences secondaires dans la verdure, ça vient de l'italien la folia, la maison de campagne, celle qui est dans le feuillage, bien cachée, une résidence secondaire, cachée derrière ses feuilles. L'architecture est un peu folle et on fait plein d'activités licencieuses, d'énormes fêtes privées. Ce ne sont plus des fêtes publiques comme dans les grands jardins aristocratiques à l'italienne ou la française. Oui, à l'italienne ou à la française. Là, ce sont des fêtes privées et des fêtes licencieuses. Ce qui nous amène à notre seconde partie. Il était grand temps parce qu'on a 45 minutes de passé. Et nous avons donc parlé de notre jardin, notre culture commune des jardins. On va voir ce qui nous divise et non, on va sortir de l'ordre des dieux et du pouvoir des représentants de Dieu sur terre, c'est-à-dire le pouvoir aristocratique. On va passer au rapport profond de nos jardins avec notre ordre social, ce qui nous réunit, ce qui fait nos sociétés et la différence entre nos sociétés. Et c'est pour ça que j'ai sous-titré les jardins, images de notre diversité.
Alors, toute société, qu'elle soit latine ou britannique, anglo-saxonne ou germanique ou slave, toute société propose quelque part dans sa tradition un rêve de société, une société idéale. Le paradis est une représentation d'un monde idéal, d'une société idéale, un jardin primitif qu'on a perdu et qu'il faut récupérer. L'étymologie de paradis est intéressante. C'est un mot perse, un mot indo-européen, mais perse. Paeri Daisa, ça veut dire entouré de murs en perse. Paeri, vous retrouvez le péri qu'on retrouve en grec, hein, Daisa, c'est le mur. C'est un lieu protégé. Ce jardin idéal, ce paradis perdu qu'on voudrait bien récupérer, c'est un lieu qui est protégé. D'ailleurs, on dit en allemand Garten en anglais. Ça vient de Gerde, une branche fine, une baguette, une badine de bois de saule ou de noisetier, avec lequel on fabriquait autrefois les enclosures des jardins. C'est un enclos, un lieu protégé par une enclosure de branchage, et c'est bien fermé pour protéger les prédateurs. Les prédateurs, ce sont ceux qui mangent nos légumes, qui mangent nos fruits, qui menacent notre survie en quelque sorte. Et d'une certaine manière, à l'inverse, le jardin qui est en train, où on peut voir pousser ses plantes et ses fruits et ses légumes, c'est la promesse d'une survie, c'est la promesse de nos récoltes. Le jardin exprime au fond nos récoltes futures. C'est une assurance aussi de repos et de quiétude pour être tranquille quant à l'avenir, de ne pas craindre l'avenir, de n'avoir plus rien aussi à faire, de pouvoir se reposer. L'Éden, le jardin initial et le jardin futur pour le loisir éternel en quelque sorte. Le paradis est un jardin et notre jardin terrestre est comme une anticipation du paradis où nous irons. C'est notre image du paradis. Bien sûr, à condition d'avoir été sage, et vous voyez bien ici, à gauche, l'enfer, le paradis que nous peint Bosch, que nous promet Bosch, et à droite, l'enfer, où nous irons si nous n'avons pas été sages. L'enfer est un lieu de supplice. Hein. Alors, c'est intéressant, le mot travail vient du mot d'un supplice, le tripalium. Donc, le jardin, il regroupe en lui, enfin, il fait vivre ce paradoxe du jardinier. C'est un endroit où il faut tout le temps énormément travailler pour pouvoir contempler son œuvre et le futur de ses récoltes. Donc, je suspecte beaucoup de jardiniers de travailler tellement qu'ils n'ont jamais le temps de pouvoir contempler leur jardin. Notez au passage que l'image de cette société idéale, de ce paradis perdu ou à recouvrir, ici vous avez un beau tableau de Poussin avec un immense paysage. On a vu dans ces images du paysage, souvenez-vous du paysage de Bosch, on a vu l'évolution, la même évolution que dans la peinture en général. On passe d'une vision annexe de la nature vers une vision pleine de la nature, où le sujet principal de la peinture semble devenir annexe. Souvenons-nous que ce paradis que l'on nous promet, d'où on a été chassé et où nous voulons revenir, c'est là où nous voulons trouver ce que nous avons perdu. Et si le paradis est un pronostic sur une richesse future à récupérer, il est aussi, bien sûr, sur la base de souvenirs d'une richesse perdue. Eh bien, il faut savoir si nos nostalgies de cet âge d'or sont bien les mêmes. C'est le paradis perdu, c'est la nostalgie d'un âge d'or, un âge d'or de l'humanité, un âge d'or de nos sociétés, elles sont différentes, ou de nos familles. On l'a vu dans le cas de Storehead ou de Wörth. D'où la question sur le contenu de ce qui est représenté dans le paradis et qui va varier selon les cultures en Europe. Est-ce que le paradis, c'était une nature paysage, comme on l'a vu dans la peinture de Poussin, ou bien est-ce que c'est un lieu plein de vie, avec des animaux à chasser, hein, là vous avez plein d'animaux que l'on peut chasser, ou bien avec des fruits à cueillir. Là, c'est le jardin idéal, le retour du jardin promis, c'est quand même un jardin où l'on cueille, un jardin où l'on chasse, mais où on peut traire. Regardez la vache qui est au milieu, hein, on peut traire une vache. C'est une sorte de pays de cocagne où le lait et le miel coulent à flot.
Et on peut bien sûr retrouver le bœuf dans le paysage, hein. Regardez, le bœuf est central, le bœuf est central. On retrouve ce bœuf dans le parc à l'anglaise. Le parc à l'anglaise est rempli, lui, de vaches, hein, ou d'espace pour des vaches à traire. Okay, en quelque sorte, le, le paysage va représenter une opulence dont on rêve. Alors, cette obsession pour le bétail, pour le bœuf, on la retrouve dans tout le nord de l'Europe, hein. Voilà une peinture d'un grand peintre de vaches, Paul Potter. On va le retrouver encore au 19e siècle. Ici, c'est l'école de Barbizon, hein. C'est un Potter, mais là, c'est l'école de Barbizon, un Narcisse Díaz de la Peña. C'est les vaches en veine pâture, là, en forêt. Hein, on est à la forêt de Fontainebleau, là. Et c'est ça la question qui est posée. Le bœuf comme symbole d'âge d'or, mais de qui, hein? Il renvoie à un type d'agriculture, mais qui parle de l'agriculture de tous les Européens. C'est une agriculture qui est très différente de l'agriculture latine, l'agriculture des éleveurs du centre et du nord de l'Europe. Le bœuf comme souvenir des sources des richesses germaniques versus des richesses latines qui sont de l'agriculture domaniale. Les céréaliers, ceux qui font du revenu par les plantations, mais ici c'est aussi des sucriers, hein, ils s'opposent très fortement à une autre tradition de la richesse agricole qui est celle de l'Europe centrale, celle de l'Europe du Nord, hein. Les céréaliers, les planteurs, ils font des jardins de planteurs, ils font des plantations, ils rêvent de récoltes, de floraison, de pousses et de fruits. Ce sont des transformateurs de la nature. Mais regardez à droite l'éleveur, il n'a pas de nature à transformer. Il profite de nature qui existe. Nous avons eu en Europe des régions qui n'ont pas eu les mêmes âges d'or, pas les mêmes paradis à récupérer. D'un côté, c'est ceux qui veulent récupérer l'âge des productions magnifiques. De l'autre côté, ceux qui veulent récupérer l'âge des élevages magnifiques. Ces deux rapports à la nature, ces deux économies, ces deux paradis perdus ou à récupérer ou à développer, sont deux visions de la nature, deux rapports à la nature, et donc aussi deux rapports au jardin. Et voilà la césure entre ces deux types d'économies qu'on retrouve à travers ces images. D'un côté, vous avez l'économie latine, qui est l'économie des grands domaines, des grandes surfaces libres, où on peut produire en masse, où on peut produire du surplus en masse, avec lequel on fait du commerce, avec lequel on s'enrichit, avec lequel on fait des grands châteaux et des grands domaines. Et cette agriculture à gauche de grande masse et de surplus s'oppose bien sûr à l'agriculture d'Europe centrale, qui est l'agriculture de subsistance sans grand surplus à négocier, où les paysans sont pauvres comme job et n'ont de solution pour faire de l'argent que de travailler l'hiver à des travaux plutôt industrieux. À gauche, vous voyez en bas des machines agricoles qui permettent, en l'absence d'esclaves, de récolter. Ce sont des machines qui datent de la haute antiquité, ce sont des reproductions sur la colonne Trajane, hein. On les a retrouvées aussi dans l'archéologie. Les Gaulois n'avaient pas assez de force de travail, donc ils avaient déjà développé des machines à récolter. C'est dire les surplus qu'on pouvait produire en Gaule, en Angleterre du Sud aussi, hein, dans ces pays qui sont devenus romains parce qu'on a pu développer des agricultures domaniales. Et nous avons là l'opposition de deux types de sociétés qui trament notre monde européen, qui est une vieille division sociale de l'humanité aussi, d'une manière plus générale. Et vous avez les cultivateurs qui tirent leur richesse du travail de la terre. Ils s'appellent Caïn. Hein. Le mot Caïn veut dire à l'origine un paysan forgeron, mais ça veut dire aussi jaloux. C'est de l'origine polysémique du mot sémitique Caïn. C'est le cultivateur, donc c'est la culture agricole des Latins, des Celtes, mais aussi en Arabie, dans le Moyen-Orient, des chiites, qui sont des éleveurs, qui sont des paysans sédentaires. Et en face d'eux, vous avez Abel, les éleveurs, les nomades, les commerçants. C'était souvent aussi d'ailleurs des chasseurs d'esclaves.
Souvenez-vous de la légende des tziganes, des nomades qui volent les enfants. Hein. Et ces deux traditions qui s'opposent sont représentées donc par Caïn et Abel. Et Abel, le terme signifie à son origine, le vagabond sans ressources. Hein. Et là, vous retrouvez les Germains, ou ce qu'on appelle au Proche-Orient les Sunnites, mais vous pourriez aussi mettre à gauche les Hutus et à droite les Tutsis. Hein. C'est des rapports sociaux, mais c'est aussi des rapports entre différentes régions d'Europe et entre différentes régions d'Afrique et du Moyen-Orient. C'est deux types de rapports à la nature qui obéissent forcément à deux logiques différentes. La première, celle des cultivateurs, c'est maîtriser la nature. Celle des éleveurs, c'est composer avec la nature existante. Donc deux stratégies aussi sociales différentes. D'un côté, il faut maîtriser des hommes qui vont faire travailler sur les champs. Il faut changer la nature des hommes pour qu'ils deviennent des travailleurs. De l'autre côté, puisqu'on on est nomade, on va s'approvisionner chez des paysans qui travaillent l'hiver à faire des petits produits, on va s'approvisionner de leur production pour la revendre ailleurs. Donc, ces éleveurs nomades sont aussi des grands transporteurs. Ce sont aussi des grands soldats. Hein. C'est l'aristocratie des éleveurs saxons. Et ceux-là, pour acheter et revendre, pour se promener sur les terres avec leur bétail, ils sont obligés en permanence de cultiver une sorte de culture de la composition avec la nature humaine. Ils composent avec la nature tout court et avec la nature humaine. Ils sont à la recherche d'alliances et de contrats. Ce qui crée deux types de cohésion sociale. Hein. Dans les pays latins aux origines agricoles de grands domaines, vous avez une cohésion sociale qui repose sur cette exploitation agricole, avec un ordre unitaire impérial. De l'autre côté, dans les terres d'Europe centrale, eh bien, on se développe l'ordre fédéral. C'est la même opposition qu'on retrouve au Proche-Orient entre d'un côté la Perse et de l'autre côté le monde arabe. Et donc deux psychologies sociales très différentes. L'ordre impérial, c'est l'ordre des maîtres de la terre. L'ordre, de l'autre côté, c'est l'ordre consensuel des éleveurs. Et vous avez également donc deux visions de la nature qui vont s'opposer assez fortement. Je suis paumé dans mes papiers. Voilà, je reviens à mon texte. Deux conceptions opposées entre le jardin ordonné, dans lequel on plante et on replante au fil des saisons, et dont l'ordre reflète le pouvoir sur la nature, et le jardin laissé au hasard, dont on fait qu'il a l'air d'être le résultat des hasards de la nature. On retrouve la même opposition entre le jardin à la française et le jardin à l'anglaise. Donc, le jardin à la française, c'est l'idée d'avoir des rangs. Comme on a des rangs dans les propriétés d'hommes, on a aussi des rangs d'arbres. On peut se mettre devant un des arbres en début de colonne et on ne voit pas les arbres suivants. On ne voit qu'un arbre, un peu comme un sergent devant ses hommes. Il dit « je ne veux voir qu'une tête ». De l'autre côté, un paysage de jardin anglaise où les arbres ont l'air d'avoir été semés au hasard. Alors bien sûr, le fait d'avoir l'air d'être le résultat des hasards de la nature ou des voies impénétrables de Dieu, c'est en fait un sacré travail. Ça demande beaucoup de travail, autant que les rangées d'arbres, mais ça se voit moins. Pareil, cette opposition entre la religion du rang, hein, dans un jardin, un parc à la française, hein, et puis l'obsession du hasard. On a des Stauden en allemand, c'est ces espèces d'ensemble de fleurs hein, qu'on retrouve aussi bien dans le jardin anglais que les jardins allemands, et qui sont posées là au hasard dans l'espace. Ces deux types de jardins, ou ces deux tendances à jardiner, une, je dirais, plutôt méridionale, l'autre plutôt nordique, vont aussi montrer deux types de travail. D'un côté, vous avez l'image du travail permanent. J'ai l'impression d'avoir affaire à un champ. Si vous allez aujourd'hui au Palais Royal à Paris, vous voyez les fleurs sont plantées en quinconce. Vraiment, on sent qu'elles viennent d'être plantées. Hein. On sent le travail, ça se voit à l'œil nu. De l'autre côté, vous n'êtes pas sûr qu'il y a du travail. On sait quand on est jardinier que ça représente beaucoup de travail, mais ça n'a pas l'air d'être travaillé ou d'être en cours de travail.
On a l'impression plutôt que la nature travaille toute seule d'elle-même. Un autre exemple, hein, d'un côté très travaillé, de l'autre côté, oh, c'est un peu bordélique, naturel. Dans la même opposition, qui sont deux caricatures bien sûr, hein, dans la même opposition, on trouve l'affirmation de l'artificiel d'un côté et l'affirmation permanente du spontané. C'est l'affichage d'artifice, contre l'affichage de la simplicité. Et on retrouve cette opposition dans nos façons de voir les cimetières. Le monde latin voit des cimetières pétrifiés qui parfois même ressemblent à des villes. Là, nous sommes au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Et de l'autre côté, un cimetière typique d'Allemagne du Nord, mais ça pourrait être aussi en Scandinavie, c'est un jardin contemplatif. Et l'idéal pour beaucoup, c'est de reposer sous un arbre, et au moins le visiteur peut être assis sous un arbre. C'est le jardin contemplatif. On repose sous l'arbre, ça veut dire qu'on est en contact avec la nature. Plus profondément, notre rapport à la nature et au jardin se voit aussi dans l'évolution de notre espace social bâti. Dans les régions de grands domaines agricoles, ici vous avez un exemple, c'est la Sicile, les concentrations d'habitat sont les concentrations d'habitat de main-d'œuvre. Il n'y a pas de jardin. La nature est hors de la ville. Au nord, les petits paysans qui étaient isolés se regroupent progressivement en villages, mais les maisons sont avec des jardins. Et dans le paysage, tout ça, ça a l'air un peu dispersé, un peu en désordre. Et ces villages se regroupent, ou ces habitats dispersés avec leurs jardins, ont en général un petit centre commun, où en Scandinavie c'est très net. Dans le centre commun, il n'y a que la banque, l'école et l'église. Alors, ce qui vaut pour le village, ça vaut aussi pour la ville, hein. Vous avez ici une belle opposition entre une ville méridionale, je vous laisse deviner où a été prise la photo. Hein, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est Paris. Et puis une ville du Nord, c'est Hambourg. Regarde la différence. D'un côté, vous avez un monde minéral avec une césure très forte entre l'urbain et la nature. De l'autre côté, vous avez de la nature dans la ville. La nature subsiste en ville. De l'autre côté, la ville est quasiment coupée de la nature. Madame Hidalgo va nous changer tout ça. Et il y a à ce titre-là un pan spécial, c'est, je dirais, le siècle des utopies du 19e siècle qui va nous apporter. C'est établir le paradis en ville, c'est le paradis public, le jardin public. On va retrouver les mêmes oppositions entre le square à la française, c'est le square Gardette dans le 11e. De l'autre côté, vous avez à Berlin le Tiergarten, le parc central que vous retrouvez aussi à New York, hein, le Central Park. La nature dans la ville, de l'autre côté, la nature artificielle reconstituée, recomposée. La société industrielle moderne va aussi créer d'autres lieux d'activité de récupération en ville, qui sont les jardins ouvriers. Vous avez là à gauche un jardin ouvrier dans le nord de l'Allemagne, d'autre côté à droite, vous avez un jardin partagé, un jardin ouvrier dans une banlieue proche de Paris. Vous avez en haut le jardin au soleil, avec les corps nus au soleil, l'idéologie germanique de ce retour à la nature. Hein. Il y a toujours un gazon à côté des parties cultivées. C'est un lieu où on récupère, je dirais, le contact avec la nature. Et de l'autre côté, vous avez un jardin qui est un jardin collectif, mais qui est un lieu de production de subsistance. C'est un jardin de production, un mini grand domaine au milieu de la cité. Alors tout ça, ces différences, pour autant qu'elles aient réellement existé, moi je n'ai fait que caricaturer deux tendances qui sont représentées dans tous les pays d'Europe, de toute la culture, mais qui différencient plus ou moins une façon de jardiner au nord de l'Europe ou en Angleterre de la façon de jardiner dans le sud de l'Europe. Ces différences sont en train de s'effacer complètement avec notre modernité, et je voudrais achever donc mon exposé sur Gilles Clément, qui est un peu le représentant de la fusion de tous les types de jardins, de toutes sortes, de toutes cultures, avec son jardin planétaire, où vont coexister les deux tendances, les tendances à la perspective et les tendances au côté fou de la nature en pleine liberté. Vous avez là un bel exemple d'alignement perspective en même temps de buissonneux fou,
Encore un exemple? Le jardin planétaire de Clément. Clément est probablement le plus grand jardinier vivant actuellement au monde. Là aussi, une belle perspective et en même temps un foisonnement de Stauden, comme on dit en allemand. Un exemple, une autre vue du jardin planétaire. Et je voudrais terminer sur ce que chez les organisateurs et les gens de marketing, on appelle un mapping pour expliquer un peu les différents types de jardins en prenant deux axes. L'axe qui est le jardin nature, le don de Dieu, opposé au jardin travail à la sueur du front, le jardin culture, que croise l'axe du jardin qui veut être productif d'un côté à gauche et l'axe de l'autre côté du jardin qui n'est pas productif, qui n'est que symbolique. Et vous avez donc quatre types de jardins à gauche, en haut. Pardon, en haut, tout ce qui est productif, mais qui est la nature de Dieu, de don de Dieu, c'est là où on peut cueillir, c'est là où on ne travaille pas, hein. C'est l'Éden, c'est le paradis. Le jardin non productif, mais on contemple, bien voilà, c'est le jardin à l'anglaise, hein. Les cimetières traditionnels de Scandinavie, de Grande-Bretagne, des USA, hein. Et puis quelque part aussi, peut-être plus du côté un peu plus productif et un peu plus travail, le jardin japonais. En dessous, du côté du travail du jardin, travailler à la sueur de son front et où on fait de la récolte qui est productive. L'idéal, bien sûr, c'est le potager, mais c'est aussi les cimetières méditerranéens hein, qui sont des véritables villes. C'est aussi le jardin archaïque, le jardin des cueilleurs-chasseurs. Et puis, c'est aussi le jardin du curé. Et puis, alors, quand il n'est pas productif, bien, c'est d'abord le jardin l'italienne, puis, dans une tendance encore plus forte vers la méditation et le non productif, le jardin l'anglaise. Et finalement, le summum de ce type de jardin, c'est le jardin arabe. J'ai essayé de resituer tout ça dans ce contexte. C'est totalement artificiel. Ça rend simplement compte, je dirais, d'idéotypes hein, qui permettent de mieux comprendre nos différences, nos ressemblances. Et j'achève là. Je vous remercie de votre patience et de votre écoute. Je vais arrêter le partage. Et voilà. Merci Hans pour cette excellente et belle promenade à travers le temps et l'espace qui nous a fait sortir de nos différents confinements dans lesquels nous nous trouvons. Cela montre que ceux qui ont accès à un jardin ou qui ont un jardin dans ces périodes dans lesquelles nous vivons ont vraiment une énorme chance. Mais je pense que tout le monde a également des questions, des remarques concernant ce que Hans vient de nous dire. À vous. Ouvrez vos micros si vous souhaitez prendre la parole. Valérie, oui. Alors, chaque pays profitait des influences des uns des autres. Est-ce que par exemple, nos grands jardiniers français étaient invités en Allemagne pour justement expliquer leur travail, etc. Ou est-ce que c'est simplement des influences dues aux voyageurs qui allaient en France et qui revenaient en Allemagne? Ou est-ce que c'était les jardiniers français qui étaient invités par les princes ou les rois? Alors, les jardiniers français ont appris en Italie. Les jardiniers allemands ont appris en France. D'accord. Tout à l'heure, je parlais de Lenné. Lenné a fait une partie de son apprentissage à Versailles. Il a été très influencé par un des jardiniers du jardin Buffon. Donc, non, il y a eu un échange scientifique au niveau des jardiniers européens. Les différences ne sont pas tant des différences culturelles de jardiniers que des différences de contexte politique qui ont favorisé plutôt un type de jardin qu'un autre. Les commanditaires ont fait la nature des jardins. Le savoir des jardiniers était partagé en Europe, mais c'est bien sûr dans les pays les plus riches où on pouvait payer beaucoup de jardiniers et beaucoup de savoir de jardin que se sont développés
d'abord les meilleurs jardiniers qui ont ensuite transmis leur savoir aux autres. Donc, historiquement, ça vient de l'Italie, de l'argent, du fric monstrueux qu'avait l'Italie de la Renaissance, de ses princes, de ses villes, qui passe au grand pouvoir financier des aristocrates français. Et c'est bien seulement au XVIIIe siècle qu'en Allemagne, par exemple, arrivent des grands jardins, parce qu'il faut savoir que l'Allemagne a été totalement détruite au XVIIe siècle, dans la première moitié du XVIIe siècle, la moitié de sa population a disparu, les fortunes ont sombré, c'était un pays totalement appauvri, c'était pas tout à fait comme la Syrie maintenant, mais c'était pas loin, c'est la grande catastrophe allemande de la guerre de 30 ans, et avant que la société allemande ne s'en remette, il a fallu un siècle. Et donc les premières grandes fortunes aristocratiques en Allemagne ne réapparaissent qu'au XVIIIe siècle. Hein, alors que la France a une avance énorme depuis la Renaissance à cause de la richesse de son territoire et de ses grands princes qui en France, les grands-ducs, les gens comme Fouquet, etc., ce sont des gens qui ont des sommes énormes et qui peuvent investir dans le jardin. Ce qui vaut pour les jardins vaut pour la cuisine. Hein. La cuisine française est héritée de la cuisine italienne et de la cuisine princière française. Jamais les aristocrates allemands ne pourront se la payer. Tous les voyageurs français qui ont été en Allemagne au XVIIe, XVIIIe parlent de la façon misérable des Allemands de manger. Mais oui, ils n'avaient pas les moyens de se payer des cuisiniers comme les grands princes français, qui avaient les moyens pour les grands jardiniers et les grands cuisiniers. Et c'est eux qui ont été les maîtres de ce savoir qui sont transmis au monde entier. Merci. D'autres questions, d'autres remarques? Sinon, j'ai également une question, Hans, oui. Parce que tu as parlé des jardins ouvriers. Mais déjà au Moyen Âge, je suppose qu'il n'y avait pas que les grands jardins et les grands parcs des princes, mais la population normale de tous les jours. Est-ce qu'ils avaient également des jardins? Qu'est-ce qu'ils plantaient dans leurs jardins? Plutôt des légumes, quelques fleurs? Comment Oui, cela se présentait? le jardin populaire du Moyen-Âge, on ne le connaît pas. On sait que les villes qui ont beaucoup rétréci à partir du 5e siècle ont souvent développé beaucoup de jardins à l'intérieur des murailles. La moitié de ces aires urbaines délaissées par la population, où il n'y a plus que la moitié ou le tiers de la population, étaient couvertes de jardins de subsistance. Mais les grands jardins de subsistance du Moyen-Âge, ce sont bien sûr les monastères. Et cette tradition de la production agricole vivrière des monastères, elle est conjointe avec la tradition de production céréalière des grands domaines. Mais leurs productions sont dévolues aussi bien pour le sucre ensuite des Caraïbes au commerce mondial, alors que les monastères font la production locale. Cette tradition de la production des monastères subsistera plus longtemps en Europe de l'Est, notamment dans les pays comme la Roumanie ou la Bulgarie, où encore jusqu'au XXe siècle, les monastères sont des grands pourvoyeurs de maraîchage, enfin de produits maraîchers. Et c'est précisément dans ces grands domaines de maraîchage religieux qu'étaient fixés les tziganes, qui ont été à nouveau fixés dans le système à la soviétique et qui sont aujourd'hui, entre guillemets, libérés, c'est-à-dire mis au chômage parce que ça n'existe plus. Et ça fait que les tziganes ont recommencé, bien sûr, comme toutes les populations appauvries et déshéritées, à migrer. Hein. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui des mendiants tziganes dans nos rues, alors que sous le régime religieux avant et sous le régime communiste, ils étaient sagement sédentarisés et vivaient normalement. Ah, ça, je ne savais pas du tout. Ouais. Et je ne savais pas non plus que Charlemagne avait également écrit un manuel de référence sur le jardinage. Ah, c'est notre jardinier en chef, hein, en passant par Hildegard jusqu'à la Renaissance. C'est ça. C'est connu, mais Charlemagne ne savait pas. Oui. Mais Hildegard s'appuie dans sa description, il s'appuie bien sûr sur cette tradition du Moyen-Âge, du jardin des simples. Hein. La spécialité de Hildegard est pharmacienne, c'est le jardin des simples. Hein. Elle s'occupe moins des vergers. Ouais. Vous avez certainement d'autres questions, d'autres remarques, d'autres idées? Des contestations? Alors, peut-être des expériences de vos propres jardins et balcons. Oui, Ulrike.
Oui, non, mais je peux que. Merci Hans d'abord pour cet exposé que tu sais toujours si merveilleusement organisé et qui nous donnait un schéma de pensée. Mais je peux que confirmer ce que tu dis parce que sans évidemment ayant eu cette vision globale que tu as, et je te remercie pour ça, mais on peut que constater que c'est ça. Hein, lorsqu'on connaît les parcs, les jardins, la façon de penser nos jardins en tant qu'Allemands, hein, et lorsqu'on constate, je pense à la tendance actuelle que je constate avec une grande surprise et perplexité lorsque tous nos voisins mettent leur jardin à couvrir de petites pierres Oui. Oui. et d'autres trucs pour en faire quelque chose de minéral. Ouais, absolument. Alors cette tendance existe aussi en Allemagne, mais dans certains pays, comme je crois en Rhénanie-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, pardon, c'est interdit. Ah, bonne chose. Hein. On a commencé à interdire ce type de jardin parce que c'est catastrophique aussi pour l'environnement et pour les sols. Hein. Ça neutralise complètement les sols. Hein. Bah oui, bien sûr. Hein. Mais bon, là, on est dans le monde de princier privé. C'est très amusant quand on voyage en France, quand on voyage en Irlande, qui est un pays qui ressemble beaucoup à la France. C'est un pays de source celtique soumis par les Saxons, mais catholiques. Hein. Et on voit ces jardins personnels bien clôturés avec une porte large et la porte, il y a une colonne, dessus il y a 2 lions. Hein, de chaque côté. Ce type de jardin, on en voit plein en France au point qu'il y a des magasins spécialisés dans la vente de ce type de statuettes décoratives et, je dirais, princiers. Et on passe à l'Angleterre ou on passe à l'Allemagne et on voit des jardins qui sont des folies totales de hasard, de choses distribuées n'importe comment, où rien n'est ordonné. Dans le monde anglo-saxon, entre l'Angleterre et l'Irlande, on a vraiment cette opposition presque caricaturale entre le jardin de pelouse et d'arbres entouré de barrières monumentales d'un côté en Irlande et puis en Angleterre, ce jardin pas très grand, pas forcément très grand, mais rempli de plantes qui ont l'air d'être posées là d'une manière hasardeuse. Si on veut voir ça, il suffit de prendre le bateau entre l'Angleterre et l'Irlande. C'est encore plus net qu'entre la France et l'Allemagne. D'autres remarques, d'autres idées? Juste peut-être pour ajouter, j'ai travaillé dans ma longue carrière de consultant pour Black & Decker. Bon, Black & Decker, vous les connaissez par les perceuses, mais Black & Decker fait des taille-haies. Et à travers, et d'autres ustensiles de jardin. Et à travers les habitudes d'achat anglaises et allemandes versus les habitudes d'achat françaises, on voyait la différence de jardinage. Les Anglais et les Allemands achètent des tout petits taille-haies, des petits ciseaux, etc., pour fignoler des petites choses. Et les Français s'équipent en une énorme machine parce quand ils ont des surfaces, des grandes surfaces, c'est du grandiose, c'est-à-dire c'est des grands arbres, c'est des grandes haies, c'est des choses qui demandent de la machinerie complexe. La caricature de l'anglais, c'est de coucher sur son gazon avec une paire de ciseaux pour bien égaliser l'herbe. Et le français, il a un tracteur sur lequel il assis pour faire son gazon. Oui. C'est un peu l'extrême opposé, mais c'est une caricature. Mais il y a quelque chose de ça. Le jardin français, qui n'est pas un jardin productif, est un jardin de surface herbeuse avec des buissons et des arbres. Le jardin anglais est un jardin, ce que les Allemands appellent les Stauden, c'est-à-dire des massifs de fleurs un peu laissés comme ça au hasard, un hasard tout à fait artificiel, mais ça ressemble à du hasard. Et donc, on le voyait à travers les ventes de Black & Decker, on voyait la différence de jardinage et la différence de conception des jardins. Est-ce qu'à l'intérieur d'un pays comme la France ou l'Allemagne, est-ce qu'il y a des différences de jardin entre le nord et le sud des pays? Non, si on rentre dans ces détails-là, à un moment donné, on s'y perd complètement parce qu'on peut dire qu'à l'intérieur d'un village, il y a des différences. Pour moi, un des plus beaux exemples, c'est le jardin d'Éliane Lebray. Vous connaissez tous Éliane Lebray, oui. Hein, l'ex-présidente de la Maison de la Culture allemande à Tours. Et c'est avant tout, avant de faire du franco-allemand, c'est une grande jardinière. Hein. Elle a un jardin absolument magnifique, les jardins d'Altona, c'est le nom. Et elle mélange les deux conceptions. C'est très drôle à voir. C'est un jardin à la française, matiné de jardin à la nordique.
Ah, ok. Et comme son mari est allemand, elle mélange aussi les deux couleurs. Mhm. Pardon, les deux cultures, la coloration germanique, la coloration française. Et c'est un de ces exemples. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est deux tendances de concevoir le jardin, mais ces deux tendances, comme dans le jardin d'Eliane Lobret, se mélangent bien sûr dans l'espace et même chez les mêmes personnes. On peut très bien avoir un avant de jardin de sa maison à la française, avec des rosiers plantés en quinconce dans des sols qui sont toujours nus, hein, sans une mauvaise herbe, puis à l'arrière avoir un jardin complètement fou à la germanique avec des plantes dans tous les coins. On peut faire les deux en même temps, hein, ça peut exister chez les mêmes personnes. Hein. Mais c'est simplement ces deux tendances de jardinage qui sont plutôt plus représentées dans le monde latin ou plus représentées dans le monde germanique. Et dans le monde américain, c'est passionnant parce que là, on voit vraiment les deux tendances cohabiter dans une même rue. Et les nains de jardin dans tout ça? Alors, le nain de jardin, c'est intéressant parce que le nain de jardin, en France, c'est très rare. Hein. Mais quand vous voulez en voir la multiplication, il vous suffit de franchir les Vosges, d'aller en pays germanique. Et là, vous avez la subsistance d'une société païenne. Hein. On a christianisé les Allemands et les Scandinaves, ok, mais ils sont restés quelque part profondément attachés au fond païen, exactement comme les Japonais. Hein. Il y a un mélange entre le fond païen et le fond chrétien qu'on ne retrouve pas en France. Donc les Allemands sont des gens, un peu comme les Japonais, qui font tout pour décorer au maximum la périphérie de leur maison avec des petits personnages, mais ça peut être aussi des objets, etc. Quand vous allez en Allemagne du Sud, vous promenez dans les villages, vous voyez devant chaque porte d'entrée, il y a un amoncellement de choses, un pot de fleurs avec une petite brouette dans laquelle il y a des fleurs, avec un petit nain de jardin, avec... C'est cette manie de mettre autour de soi des objets, des personnages qui représentent quelque chose dont les gens ne maîtrisent pas plus tout à fait le sens. Les Japonais, eux, le maîtrisent toujours. Ils ont bien des dénominations pour tous ces personnages qui sont des dénominations qui relèvent de leur mythologie pré-bouddhiste. Ils ont ces deux, ils en sont conscients en quelque sorte. Hein. Les Allemands ne sont plus conscients, mais c'est sûr que les nains font partie de la mythologie germanique. Hein. Oui, tout à fait. La même façon d'avoir des animaux, hein, cette espèce de projection permanente des germaniques dans la psychologie animale. Qui est très, très nette dans la multiplication des figures animales dans le jardin. Et chez les Japonais, c'est encore pire parce qu'ils mettent des animaux au bout de leur fermeture éclair, ça pendouille sur leur sac. Ils en ont partout, de ces petits personnages de toutes sortes qui sortent en fait de la mythologie, directement de la mythologie pré-religieuse, monothéiste ou bouddhiste. Et dans vos propres jardins, comment ça se passe chez vous? Moi, j'en connais quelques-uns, des jardins, là. Je connais les jardins d'Ulrich, de Valérie, de Raymond. Oh, je vois que Jorn est là. Il a un très, très beau jardin. Hein. Ah, Jorn, alors. C'est en bas de page. Oui. Oui, Hans, tu as vu mon jardin? Oui, bien sûr, il est beau. Voilà, bon, c'est déjà à partir du salon, on voit tous les paysages. Absolument. Sur 2500 mètres. Alors, je mélange le côté allemand avec le côté anglais. Dans le fond, c'est nature pure parce que c'est une petite forêt avec une trentaine d'arbres, avec un ruisseau qui coule. Et dans la cour, j'installe actuellement, pour faciliter le travail d'entretien, disons, quelques plantes plutôt japonaises. Ah oui, ah oui. Donc, ça va faire un drôle de mélange, mais avec le temps, j'essaie quand même de limiter les travaux et de simplifier un peu le dessin du jardin. Oui, parce qu'il faut à un moment pouvoir s'asseoir et contempler, hein, pas seulement travailler. Et en profiter un peu. Il y a une tondeuse tracteur qui a plus besoin qu'on vide le bac, mais qui fait du mulching. Ah, oui. Mais il faut savoir simplifier le travail avec le temps. Alors, on aurait pu faire tout un dégagement sur la femme et le jardin. Ah oui.
Ça, c'est passionnant parce que on vous parle toujours dans l'évolution de l'humanité. Il y a eu le temps des chasseurs-cueilleurs et puis il y a eu le temps des néolithiques des planteurs. Hein. Mais on oublie toujours qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'est pas eux qui nourrissaient les familles, c'était les femmes. Parce qu'au moment de la chasse-cueillette semi-sédentaire, c'est la femme qui fait le jardin. Les anthropologues n'en parlent jamais. Mais l'essentiel de la production de l'époque des chasseurs-cueilleurs semi-sédentaires, c'est-à-dire qui bougeaient leur village tous les 5-6 ans quand les terres étaient épuisées, l'essentiel de la production agricole, de nourricière, n'était pas la chasse, c'était le jardin des femmes. C'est un peu le cas en Afrique. Et c'est aujourd'hui encore le cas dans l'Afrique tropicale ou subtropicale, où il y a encore des jardins, des migrations saisonnières ou pluriannuelles des villages. On brûle la forêt, on remue la terre, on plante des choses, mais c'est les femmes qui travaillent. Les hommes ne font qu'un seul travail, c'est couper les arbres et dégager le sol. Sinon, les hommes sont assis en palabre. Les fameux chasseurs-cueilleurs sont assis en palabre pendant que les femmes bossent. Et donc, ce rôle de la femme dans le jardin, on pourrait le croiser avec le type de jardin. Que représente le travail d'une femme dans un jardin à l'anglaise ou à l'allemande et que représente le travail d'une femme dans un jardin à la française. Et pareil pour l'homme. Hein. Et je suspecte que dans le jardin à la française typique, cette espèce de grande surface herbeuse avec quelques buissons de chaque côté et des arbres au milieu, c'est l'homme qui travaille beaucoup plus que la femme. Alors que dans le jardin allemand, la femme bosse. Hein. Oui, dans le jardin anglais aussi. Aussi, oui. J'ai l'impression. Oui. L'homme est peut-être couché sur le gazon avec une paire de ciseaux, mais les Stauden, ces amas de floraison, c'est un travail que font les femmes. Hein. Toutes les saisons surtout, parce que le gazon, on le tond une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, et les Stauden, c'est tous les jours qu'il faut les tenir à l'œil. Oui. Ça a l'air tout naturel, et en fait, c'est un lieu de travail monstrueux. Est-ce qu'on sait si les Français passent plus de temps dans le jardin que les Allemands? Ou le contraire? Ça dépend de la vocation globale du jardin, parce qu'en France, il y a une grosse part du jardin qui peut être dans certaines régions hyper productif. Hein, les Français font dans certaines régions, parce que le climat le permet aussi, la qualité des sols, et la densité humaine faible permet d'avoir beaucoup de jardins qui produisent. Donc, je suppose que ces gens-là passent beaucoup plus de temps dans le jardin. Mais comme le disait Barbara à l'instant, le travail de tous les instants que demande un jardin foisonnant à l'allemande fait aussi passer beaucoup de temps. Ça serait intéressant de faire le calcul. Je pense qu'il y a des gens qui font le calcul, mais il faut trouver les sources. Mais je crois que c'est très variable selon le type de jardin et selon... Parce que un jardin à la française qui se réduit essentiellement à une belle entrée, une surface gazonnée, un petit rond de terre avec des rosiers et le reste, c'est des arbres et des buissons. L'herbe se coupe facilement avec un robot. Hein. Hein, d'ailleurs, alors, c'est intéressant parce que j'ai reparlé l'autre jour avec quelqu'un qui travaille pour des gens qui vendent des robots. Le plus gros marché du robot, c'est la France. Hein. Hein, parce qu'il y a ces grandes surfaces. Alors que les gazons à l'allemande, il suffit d'avoir un truc, même pas électrifié, pour passer de temps en temps sur le gazon. Le plus gros travail, c'est le travail fait dans les buissonneux et les ensembles de fleurs. Hein. Mais bon, je ne saurais pas le dire. Je pense que, comme je l'ai dit au départ, le temps moyen n'est pas un indicateur parce que le type de jardin varie entre la proportion du productif et du non productif. La nature des décoratifs, soit simple et grandiose à la fois, soit extrêmement sophistiquée et sur petite surface. Et encore plus, il y a une partie du jardin potager pour nourrir une famille. Absolument. Par exemple, après la guerre en Allemagne, on avait beaucoup de maisons individuelles sur une surface de 400 mètres carrés. Parce qu'on a constaté que sur une surface de 400 mètres carrés, on pouvait avoir quelques fleurs et nourrir une famille.
Il faut savoir que les jardins ouvriers, qui ont une forte tradition dans les grandes villes allemandes, après la guerre, après les bombardements, a été un lieu d'habitation. Et beaucoup de gens ont vécu pendant 4, 5, 6 ans dans leur maison de jardin. Donc ça a créé un autre rapport au jardin ouvrier, parce que ce jardin qui était uniquement productif et récréatif est devenu un type de jardin complètement différent au moment où on y habitait. Parce que c'était aussi le jardin où on vivait. Le jardin ouvrier, il a en fait les deux vocations. D'un côté récréatif, mais d'autre part également la production de ce qu'on consomme en fruits et légumes. Absolument. Et c'est prévu dans les contrats, si on veut louer un jardin ouvrier, on doit signer un contrat indiquant qu'il faut tant de surface à planter avec les fruits et légumes et tant de surface disponible pour gazon et fleurs. Alors, la surface tolérée en espace de loisirs est plus grande en Allemagne qu'en France, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la photo. Hein. C'est-à-dire que dans les jardins partagés, par exemple en France, il est inconcevable de mettre un gazon. La partie collective de ces jardins partagés, il y a un gazon, mais dans les parcelles exploitées individuellement, on ne fait rien pour le loisir. La différence, c'est commence à Strasbourg. Hein. Nous, on avait le jardin ouvrier à Strasbourg, on avait dans notre contrat le strict respect entre une partie dévolue au loisir et une partie dévolue nécessairement travailler. Mais les Schrebergärten, il y a la tradition la plus intéressante, c'est celle de l'Autriche, hein, à Vienne, où les premiers Schrebergärten faisaient partie d'une association dont le nom m'échappe maintenant, mais dont le symbole était une croix gammée. Et c'est de ces mouvements de vie au grand air, de vie travailleuse au soleil, corps nu au soleil et compagnie, qu'est né le Parti national-socialiste. Parce que le Parti national-socialiste en Autriche avait déjà, avant 1910, une demi-douzaine de députés. On oublie toujours que Hitler est autrichien, a été formé en Autriche, et son maître à penser était autrichien. Ouais. Mais bon, ça sort que... Quelqu'un voulait parler des Schrebergärten. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un parler. Oui, c'est moi. Oui. Johan. Johan Basé. Mais je ne voulais pas en parler. Je me souviens du nom de Herr Schreber, oui. Qui a lancé ça. Voilà, c'était un Prussien, je crois. Hein. Oui. Ouais. C'était pas dans la Ruhr? Il y en a beaucoup de Schrebergärten dans la Ruhr. Oui, c'est à l'époque prussienne. C'est l'époque où la Ruhr était prussienne. Hein. Oui. C'est vrai que c'est difficile pour nous aujourd'hui de dire la Ruhr était prussienne. Quand j'avais 20 ans, je m'énervais toujours parce que ma mère, qui était de Lüneburg, disait qu'elle était prussienne. Je dis non, tu es de Hanovre. Mais pour elle, elle est née à l'époque, c'était la Prusse. Schulgärten sind auch in Deutschland, les jardins pédagogiques, ils sont aussi très développés. Hein. Absolument. Oui, moi je me suis penchée un peu sur les jardins scolaires parce que c'est vrai que les jardins scolaires avant-guerre étaient très courants. Chaque école avait son jardin. Et après la guerre, à partir des années 60, 70, ça s'est fortement réduit, mais c'est de nouveau en vogue. Absolument. Et en Allemagne, il existe une association qui s'appelle Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten. C'est une fédération, donc dans chaque land, il y a des antennes qui proposent des formations pour les enseignants pour développer justement les jardins, les jardins pédagogiques dans les écoles. Et en Baden-Württemberg, je crois qu'il y a 60% des écoles qui ont un jardin. C'est énorme par rapport à la France. Moi, je connais pas mal d'écoles dans ma fonction au Goethe-Institut et j'ai rarement vu des jardins. Et je pense que là, il y a quelque chose vraiment à développer et c'est pour ça qu'on a organisé l'année dernière une tagung, une conférence avec des ateliers sur le thème du jardin scolaire. Donc là, sur notre site, il y a des ateliers qu'on a traduits. Donc, il y a des versions en français et versions en allemand.
Et on a fait cette manifestation parce que j'ai voulu mener un projet pour emmener les enseignants et les formateurs en Allemagne, justement, à un des congrès de cette association, pour qu'ils connaissent un peu qu'ils sont très organisés. Et il n'y a pas d'équivalent, je n'ai pas trouvé d'équivalent en France. Et ça n'a pas eu lieu, c'est pour ça qu'on a fait cette manifestation en ligne. Et on a visité l'année d'avant un jardin formidable à Karlsruhe de la PH, c'est l'équivalent de l'INSPE, ancien IUFM, formation des maîtres en Allemagne, qui cultive un jardin avec 80 étudiants qui s'activent dans ce jardin-là. Il est vraiment remarquable. J'ai été à une journée porte ouverte. Ils ont proposé plein d'activités autour du jardin et je me dis, il y a vraiment un potentiel de faire du jumelage avec les universités pour qu'ils mettent en France en route un tel jardin. Et l'OFAGE a subventionné là un projet dans la banlieue de Nancy, dans un village, un projet franco-allemand où il y a le comité de jumelage qui contribue à ce projet de jardin. Donc, ça peut être une petite piste peut-être pour les uns et les autres, parce qu'il faut savoir que quand une école met un jardin en place, c'est énormément de travail que les enseignants souvent ne peuvent pas accomplir eux-mêmes. Ils ont besoin de l'aide extérieure et souvent ça peut être des personnes du quartier ou des amis des jardins qui les aident en connaissance et en aide d'arrosage pendant les vacances et autres. Et j'ai vu ça en Allemagne et vraiment ça marche bien. J'ai même vu un jardin scolaire qui faisait partie d'un des Schrebergärten. Oui. Voilà, c'est une école qui avait un jardin au milieu de ce quartier-là. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a des velléités. Simplement, le problème en France, c'est que l'infrastructure des écoles, qui est héritée de la grande période de construction d'écoles communales de la Troisième République, ne prévoyait que des cours bitumés ou bétonnés, qu'il y a une grande tendance actuellement à débitumer les cours d'école pour les verdir, mais il n'y a pas de place, l'espace est trop réduit. Par contre, dans certaines villes, je pense à Paris notamment, dans les jardins publics, on réserve des espaces aux classes. Mais c'est souvent sur l'initiative de la liberté pédagogique de tel ou tel maître que de lancer sa classe dans ce genre de travaux. Et c'est un peu rikiki parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les jardins publics pour laisser une emprise suffisante pour que toute une école puisse s'y déployer. Mais même dans une école bétonnée, j'ai bien vu toutes les cours, même jusqu'au au pied de l'arbre qui sont bétonnés. Et après, on s'étonne que les arbres tombent parce qu'ils ont plus d'eau. Hein. Je veux dire, le danger, il est là. Hein. Mais même dans les cours qui sont des fois tellement tristonnettes, on peut mettre un bac de fleurs, on peut même mettre un sac avec de la terre et puis planter des fraises, on peut faire un jardin en vertical, un mur qui est tellement moche, souvent on peut faire des constructions avec des gouttières et planter des fraises. Enfin, il y a des 1000 façons. Je crois que là, l'Allemagne est vraiment tellement riche en idées qu'on pourrait décorer toutes les écoles. Hein. Il y a vraiment quelque chose à faire là. Je doute que ça corresponde aux impératifs de M. Blanquer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de professeurs en France qui essayent de faire quelque chose. Ça se heurte donc au problème d'espace. Ça se heurte aussi au problème de moyens. C'est que dans la caisse des écoles, il n'y a pas tellement les moyens pour faire ça. Oui, mais le jardin, ça coûte vraiment pas grand-chose. Ça coûte surtout l'argent des bétonnés. Je vois cela à une école à 2 minutes de ma maison. Donc, j'habite en Belgique, mais c'est le même concept. Il y avait la cour bétonnée
et les enfants eux-mêmes ont dessiné leur propre parc scolaire. Et maintenant, on est en train de le réaliser. Mais il y a des grandes machines pour enlever d'abord toutes les couches de béton, de bitume et tout cela. Ben, le maire de Nancy, il a décidé de fleurir les écoles. Hein. Oh, c'est C'est bien. dans sa charte. Et je pense qu'avec la crise actuelle, ça va peut-être aussi accélérer les choses. Ouais. Le retour à la nature, on l'a vu pendant le premier confinement. Oui, c'est très favorable comme thème. Et, oui, je pense. Et si vraiment une école a envie de faire un projet franco-allemand sur l'environnement, je conseille de regarder sur le site de l'OFAGE. Ils sont assez généreux pour le… Ah oui. Oui, oui. Alors, ils ont déjà subventionné l'année dernière, cette année, et je crois qu'encore l'année prochaine. C'est sur 3 ans la grosse enveloppe pour la protection de l'environnement. Oui, on avait déjà… Donc, il est temps peut-être là au printemps de s'inspirer. C'est comme ça. Moi, je me suis inspirée un peu sur tout ce qui était en ligne au printemps dernier et je suis tombée d'ailleurs sur un site Natur im Garten. C'est un site autrichien. Enfin, oui, c'est un site, mais c'est surtout un jardin à Tulln, à côté de Vienne, je crois. Où ils ont des grands espaces pédagogiques aussi très, très intéressants. Et l'université de Weingarten va organiser un congrès, enfin même international, ou au moins européenne, parce que c'est financé avec les moyens d'Erasmus, sur le jardinage en mois de septembre. Je crois que c'est le 25 septembre. Donc, pour échanger autour du jardinage pédagogique. Ça fera plaisir rétroactivement à Fried Nielsen. La prochaine fois que je lui en parle. Parce que voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont en route. Oui. Bon, là, c'est un peu triste parce que le jardinage a pris un petit coup avec le confinement. Hein, c'est normal quand les élèves ne peuvent pas planter, se faire aider par des extérieurs. C'est pour les enseignants, c'est très dur. Mais, oui, surtout quand ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas travailler dans le jardin scolaire. Mais on peut aussi prendre des pots de fleurs, même chez soi, même si on n'a pas d'appartement ou pas de balcon, on peut faire des petites expériences chez soi. Et je crois que les gamins, ils aiment ça. Ah oui, naturellement. Ça, c'est clair, oui. Parfait, merci pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a encore des questions? Une petite dernière, pardon. Oui. Hans, vous disiez que vous aviez travaillé pour Black & Decker. Est-ce qu'il y a du matériel de jardinage alors tout à l'heure, vous aviez dit la différence entre, par exemple, nous, en France, ça sera plus des tailleuls assez grands modèles. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qu'on verrait en Allemagne, mais qu'on ne verrait pas en France, en matériel, par exemple? Non, les gammes sont mondiales. C'est juste à l'intérieur des gammes, les modèles ont plus ou moins de succès ici ou ailleurs. Par exemple, ce qui marchait à un moment très, très mal au départ en Allemagne, mais qui a démarré du feu de Dieu en France, c'est le rotophile. Vous voyez, cet appareil qui permet d'enlever le gazon autour des troncs d'arbres. Bien sûr, parce que c'est très fréquent qu'il y ait du gazon autour des troncs d'arbres en France. Ce qui n'est pas le cas des jardins allemands. Hein. Il y a des Baumscheiben en Allemagne. Comment? Les Baumscheiben. Oui, mais bon, le démarrage, je me souviens, parce que nous avions un gros budget pour faire démarrer le rotophile, c'était un produit neuf, et la campagne initiale qu'on avait fait en Allemagne n'a pas marché du tout parce qu'il n'y a pas eu de vente. Hein, le marché a mis beaucoup de temps à démarrer. Alors qu'en France, c'était immédiat parce que ça remplissait un besoin existant. Merci. Voilà. Et la débroussailleuse. Et la débroussailleuse, bien sûr. Oui. C'était un marché évanescent en Allemagne. Hein. L'idée d'un truc plein de broussailles.
La friche, dans un pays aussi densément peuplé, d'ailleurs, les friches sont quasiment inexistantes. Hein. Alors qu'en France, il y en a partout. Hein. A fortiori au fond de certains jardins. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Nous devons dire un tout grand merci à Hans de nous avoir invités à une telle promenade qui nous a fait vraiment plaisir, qui nous a changé les idées et nous nous réjouissons de te revoir dans 2 semaines si je me rappelle bien. Sur le fédéralisme, non? Oui. Donc, sur le fédéralisme, on va recroiser cette problématique, la différence entre les 2 types de sociétés en Europe. Hein, les sociétés fédérales qui ont une origine profonde de sociétés d'élevage, hein, de complémentarité entre éleveurs, grands éleveurs et petits paysans, et les sociétés de grands domaines qui sont des sociétés unitaristes. On va retrouver certains thèmes, il y aura des redites, mais vous réviserez. Ok, parfait. Merci beaucoup. Et de rien, avec plaisir. Merci, au revoir à Hans, au revoir à tout le monde et on se reverra, je pense. À la prochaine. Le 23, si je me rappelle bien. Non, le 27, mardi 27 avril à 20h. Ok. Au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup. À la prochaine. Schlafen Sie gut. Dankeschön, ebenfalls.